Dans l'histoire réelle de la planète, la fin du Crétacé n'a pas été une transition lente, ce fut un coup. Un événement soudain capable d'assombrir le ciel, d'interrompre la photosynthèse et de briser les réseaux alimentaires depuis la base. Mais que se serait-il passé si l'astéroïde Chicxulub n'avait jamais frappé la Terre? À quoi ressemblerait un monde encore dominé par les dinosaures? Dans ce monde hypothétique, ce jour-là n'a pas lieu. Pas d'impact, pas de cratère, pas d'hiver global de poussière et de suie. Et pourtant, le monde n'est pas en paix. Ce qui change, c'est la nature de la crise. Elle cesse d'être instantanée et devient cumulative, inégale et prolongée. À la fin du Crétacé, la Terre connaissait déjà des tensions environnementales. La planète était, en termes généraux, plus chaude qu'aujourd'hui, avec des pôles sans calotte glaciaire permanente et des mers hautes inondant les plateformes continentales. Cela créait d'énormes mers peu profondes, riches en vie, et aussi une géographie fragmentée, des continents qui n'étaient pas exactement ceux d'aujourd'hui, des côtes différentes, des corridors biologiques différents. Ce contexte favorisait la diversité, mais faisait aussi dépendre de nombreux écosystèmes d'équilibre délicats: température, chimie océanique, disponibilité des nutriments et stabilité saisonnière. L'absence de l'astéroïde élimine le déclencheur le plus brutal, mais n'élimine pas les pressions déjà en cours. Le grand protagoniste silencieux de cette fin alternative du Crétacé reste le même, le volcanisme massif. Dans de vastes régions, des éruptions soutenues peuvent injecter dans l'atmosphère d'énormes quantités de gaz et d'aérosols. À court terme, certains aérosols refroidissent. À long terme, certains gaz intensifient l'effet de serre. La différence est cruciale. Le refroidissement par les particules tend à être transitoire, tandis que le réchauffement par les gaz persistants peut reconfigurer le climat pendant des milliers d'années. Ainsi, dans ce monde, les changements climatiques deviennent des pulsations, saisons étranges, décennies de perturbations, oscillations qui n'effacent pas la vie d'un coup, mais obligent à s'adapter ou à reculer. Sans impact, les forêts ne deviennent pas un cimetière soudain. Il n'y a pas d'effondrement immédiat de la productivité végétale à l'échelle mondiale. Les plantes continuent de capter l'énergie du soleil, les herbivores continuent d'avoir de la nourriture, les prédateurs continuent d'avoir des proies. Cela signifie que les grandes lignes dominantes de la fin du Crétacé poursuivent leur histoire sans interruption violente. Mais la continuité n'est pas immobile. La fin du Crétacé, même sans catastrophe soudaine, reste un goulet d'étranglement environnemental. Les mers peuvent changer leur chimie et leur circulation. Le niveau de la mer peut baisser ou monter selon la tectonique et la température globale, redessinant les côtes et détruisant les habitats. Une baisse du niveau de la mer, par exemple, réduit les mers peu profondes et affecte les chaînes alimentaires marines basées sur le plancton et la productivité littorale. Un changement des nutriments peut déplacer les espèces dominantes. Sur Terre, les variations de pluie et de température réorganisent les biomes, fragmentent les forêts et ouvrent des espaces où auparavant il y avait une continuité verte. Dans ce scénario, l'extinction massive classique de la limite Crétacé-Paléogène se transforme en une transition biologique plus proche d'une restructuration. Perte régionale, remplacement graduel, migration, expansion opportuniste. Certaines espèces très spécialisées peuvent disparaître parce que leur niche devient rare. D'autres prospèrent parce qu'elles tolèrent mieux la variabilité. L'évolution ne s'accélère pas à cause d'un vide planétaire soudain, mais par la pression constante d'un monde qui change au ralenti. Les dinosaures non-aviens, en conservant leur domination écologique, maintiennent un contrôle structurel sur les écosystèmes terrestres. Il existe encore de grands herbivores capables de façonner la végétation en se déplaçant, en broutant, en ouvrant des clairières, en transportant des graines et en compactant les sols. Et il existe encore de grands prédateurs qui régulent les populations, sélectionnent les individus les plus faibles et poussent les proies vers des comportements de troupeaux, de migration ou de refuge. Cette architecture écologique, soutenue pendant des millions d'années, ne se brise pas. C'est pourquoi ce qui change à partir d'ici n'est pas s'il y aura des dinosaures, mais quels dinosaures seront les vainqueurs de la transition lente. Dans les cieux, l'absence d'un blackout global prolonge la compétition. Les ptérosaures ne subissent pas une coupure abrupte des ressources. Ils continuent d'avoir accès aux courants thermiques, aux côtes productives et aux proies abondantes. Les oiseaux qui existaient déjà et avaient déjà diversifié leur forme ne reçoivent pas le grand coup de pouce historique pour occuper rapidement des niches vides.
Ils doivent concurrencer dans un monde plein, où chaque espace aérien a un propriétaire et où l'innovation se paie cher. Dans les mers, les reptiles marins et d'autres groupes ne font pas face au même effondrement soudain de la base alimentaire. La vie océanique n'est pas réinitialisée par l'obscurité. Elle change, oui, mais avec une autre musique, déplacements et substitutions, pas un silence total. Le monde qu'ils ont hérité, Crétacé tardif. Sans impact et sans extinction globale, l'histoire n'avance pas vers un vide écologique, mais vers un héritage complet. La première chose qui définit ce monde est sa géographie. Des continents dans des positions différentes de celles d'aujourd'hui, de vastes mers intérieures et des côtes qui pénètrent beaucoup plus profondément dans les terres. De grandes surfaces de la planète sont couvertes par des mers chaudes, riches en nutriments et en vie. Cette configuration n'est pas un détail cartographique, elle conditionne le climat, les routes de migration et la répartition des écosystèmes. Avec plus d'eau occupant les plateformes continentales, le climat tend à être plus uniforme, avec moins de contrastes saisonniers dans de nombreuses régions. Ce n'est pas une planète sans saison, mais une planète où la chaleur se répartit de manière plus efficace. L'absence de glace polaire permanente à cette époque du Crétacé n'implique pas l'absence de froid, mais l'absence de calotte étendue. Aux extrémités de la planète, il peut y avoir des hivers rigoureux et de la neige saisonnière. Mais le système global reste en mode chaud. Le résultat est des forêts atteignant des latitudes élevées et des zones tempérées avec une végétation dense là où, dans le monde actuel, il y aurait des toundras ou des steppes froides. La haute mer, en outre, fragmente les masses terrestres, génère des archipels et des goulets biologiques et crée des routes côtières qui fonctionnent comme des autoroutes pour les espèces dépendant des zones humides, des rives et des plaines alluviales. Sur la terre ferme, le paysage végétal n'est plus primitif au sens populaire. À ce stade du Crétacé tardif, les plantes à fleurs dominent une grande partie des écosystèmes. Cela signifie des forêts mixtes, des broussailles, des plaines avec une variété d'arbustes et d'arbres, et une diversité de fruits, graines et feuilles au profil chimique complexe. Elles coexistent avec des conifères, des fougères et d'autres lignées anciennes, mais la base végétale permet déjà des chaînes trophiques sophistiquées. Herbivores sélectifs, insectes spécialisés, pollinisateurs et disperseurs. Dans ce monde, la coévolution entre plantes et insectes est active et constitue l'une des forces les plus importantes, car elle détermine quelle végétation prospère et quels animaux peuvent exploiter au mieux certaines ressources. Sur ce sol s'étend l'hégémonie des dinosaures non-aviens, pas comme un bloc uniforme, mais comme une communauté structurée par taille, régimes alimentaires et stratégies. Il y a de grands herbivores dépendant de l'abondance de biomasse, des animaux capables de traiter de grands volumes de plantes et de convertir ce flux énergétique en muscles et en mouvement. Il y a des herbivores moyens qui alternent le broutage et le pâturage de végétation basse, bien que l'herbe moderne ne soit pas encore le protagoniste mondial qu'elle deviendra beaucoup plus tard. Il y a des omnivores opportunistes et aussi de petits prédateurs qui ne rivalisent pas frontalement avec les géants, mais exploitent de petites proies, des charognes, des œufs, des jeunes et des niches périphériques. Les grands prédateurs, quant à eux, sont la pièce qui imprime une pression sélective constante. Dans un écosystème dominé par des corps énormes, le grand prédateur ne se contente pas de tuer, il oblige la proie à vivre autrement. Il pousse à former des troupeaux, à synchroniser les mouvements, à développer des comportements de vigilance, à choisir des routes et des refuges. Cela crée un paysage comportemental. Et un paysage comportemental, soutenu pendant des millions d'années, finit par laisser des traces évolutives, des sens plus fins, une meilleure coordination sociale, des stratégies d'évasion et, dans certaines lignées, une augmentation graduelle de la capacité cognitive pour anticiper les risques. Ce monde hérité comprend également un immense composant aquatique continental. Rivières larges, deltas, marécages, plaines inondables, des environnements chauds, productifs, avec une végétation luxuriante et une grande disponibilité de petites proies. Là prospèrent amphibiens, tortues, poissons, crocodilomorphes et une variété de reptiles et d'oiseaux primitifs. Ces systèmes sont cruciaux car ils fonctionnent comme refuge pendant les oscillations climatiques. Lorsque les pluies changent ou que le niveau de la mer se réajuste, les plaines alluviales peuvent s'étendre ou se contracter mais disparaissent rarement complètement. Pour de nombreuses espèces, l'eau continentale est une garantie de continuité,
un corridor biologique permettant de déplacer gènes et populations sur de grandes distances. Dans les océans, le Crétacé tardif est un monde à haute énergie biologique. Les mers chaudes et peu profondes génèrent de la productivité, et cette productivité alimente des réseaux complexes, plancton, poissons, céphalopodes et prédateurs occupant le sommet. Dans cette réalité alternative, cette architecture ne s'effondre pas à cause d'une obscurité soudaine, donc les lignées marines ne subissent pas une taille massive instantanée. À la place, elles sont soumises à des changements plus graduels, variations de température, de circulation et de chimie de l'eau, pouvant réorganiser quelles espèces dominent dans certains bassins, mais sans effacer soudainement la carte biologique de la planète. Dans les airs, la compétition est une guerre silencieuse pour l'efficacité. Les oiseaux existent déjà, et leur diversité n'est pas triviale, mais le ciel n'est pas vide. Les ptérosaures restent une présence dominante dans de nombreuses niches, en particulier celles liées aux côtes, aux mers intérieures et aux grands systèmes fluviaux. Cela oblige les oiseaux à se spécialiser, à occuper des espaces où ils peuvent concurrencer avec des avantages différents. Maniabilité dans les forêts denses, exploitation de petits insectes, nidification dans des refuges inaccessibles ou comportements sociaux améliorant la survie. La diversification des oiseaux ne disparaît donc pas, mais devient plus sélective et surtout plus lente. Il n'y a pas de libération soudaine de niches. Il y a une pression constante pour ne pas les perdre. L'avantage du survivant. Pourquoi les mammifères sont restés petits? Dans ce monde sans impact, les mammifères ne disparaissent pas et ne sont pas condamnés biologiquement. Ils restent présents, diversifiés et étendus, mais leur destin évolutif change pour une raison simple. Ils ne bénéficient pas du grand vide écologique qui, dans l'histoire réelle, leur a permis de se développer rapidement vers de grandes tailles et des rôles dominants. Dans le Crétacé tardif alternatif, la Terre continue d'être un écosystème occupé, avec des hiérarchies établies et avec de grands prédateurs et herbivores qui contrôlent déjà la majeure partie du flux énergétique terrestre. Pour un mammifère, grandir n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de coût et de risque. Le premier frein est compétitif. Les dinosaures herbivores, avec des systèmes digestifs adaptés à traiter de grands volumes de plantes, monopolisent la biomasse disponible dans de nombreuses régions. Cela signifie que l'énergie primaire, convertie en viande de grande taille, est déjà attribuée à des corps géants. Pour qu'un mammifère devienne un grand herbivore, il doit concurrencer pour la même nourriture, mais sans partir de la même plateforme physiologique et écologique. Ce n'est pas impossible, mais improbable lorsque le terrain est occupé par des lignées optimisées pour ce rôle depuis des dizaines de millions d'années et qui, en plus, sont intégrées dans des comportements de troupeaux, des migrations et des défenses collectives. Le deuxième frein est trophique. Les grands prédateurs du monde des dinosaures sont un filtre brutal contre toute tentative d'expansion de taille par un groupe nouveau dans cette gamme corporelle. Un animal moyen ou grand ne peut pas se cacher facilement. Il doit boire plus, manger plus et se déplacer plus fréquemment dans des espaces ouverts. Cela le rend visible et, par conséquent, sélectionnable comme proie. Les petits mammifères, en revanche, vivent en marge. Terriers, fissures, sous-bois, activités nocturnes, habitudes opportunistes. Cette marge n'est pas glamour, mais elle est stable. L'avantage du survivant n'est pas de dominer, mais de persister. Cette persistance repose sur une série de traits qui, dans une planète pleine de prédateurs et de changements climatiques graduels, deviennent de l'or évolutif. Le premier est la flexibilité alimentaire. Beaucoup de petits mammifères peuvent alterner insectes, fruits, graines, charognes et petits vertébrés. Ils ne dépendent pas d'un seul type de ressources. Lorsque les pluies changent ou qu'une communauté végétale se réorganise, le mammifère n'a pas besoin d'attendre que l'écosystème redevienne le même. Il se déplace, change ses habitudes, ajuste son alimentation, survit. Le deuxième trait est la stratégie reproductive. En général, les petits animaux peuvent se reproduire plus fréquemment que les grands, avec des cycles de vie plus rapides et une plus grande capacité à recoloniser les habitats après des perturbations locales. Dans un monde où il n'y a pas d'effondrement global soudain, mais où il existe des crises régionales, des incendies, des sécheresses, des inondations et des changements côtiers, la capacité de se rétablir rapidement est décisive.
Les grands dinosaures peuvent aussi être résilients, mais leur récupération démographique est plus lente. À l'ombre de cette dynamique, les petits mammifères agissent comme une réserve biologique. Il y en a toujours quelques-uns, quelque part, prêts à occuper des micro-habitats. Le troisième trait est le contrôle thermique et comportemental. La régulation de la température, combinée à des habitudes nocturnes ou crépusculaires, permet à de nombreux mammifères de vivre dans des fenêtres d'activité où la compétition et la prédation sont différentes. Si les grands prédateurs chassent surtout le jour dans des espaces ouverts, la nuit et les refuges fermés deviennent des territoires alternatifs. La thermorégulation n'est pas une super arme à elle seule, mais elle fonctionne comme un multiplicateur. Elle permet l'activité lorsque d'autres animaux deviennent maladroits ou inefficaces, et permet de survivre dans des saisons plus froides ou des régions plus variables sans dépendre entièrement de la chaleur ambiante. Le quatrième trait est l'architecture du refuge. Les terriers et cachettes ne sont pas un détail. Dans un monde dominé par des géants, la survie dépend souvent de devenir invisible. Le refuge protège contre les prédateurs, amortit le climat, permet de stocker de la nourriture et d'élever des petits dans des conditions plus contrôlées. Sur une terre traversant des pulsations de chaleur, des sécheresses et des changements saisonniers, cette capacité à construire ou exploiter des micro-environnements stables est un avantage fondamental. Les petits mammifères, dans ce scénario, sont des ingénieurs modestes du sol. Ils ne soulèvent pas de proie, ni ne modifient les rivières comme le feraient de grands mammifères dans d'autres futurs, mais ils transforment le sous-sol et le sous-bois en leur forteresse. C'est pourquoi rester petit n'est pas une stagnation, c'est une stratégie. C'est la voie qui minimise le conflit direct avec la mégafaune dominante et maximise la survie à long terme. Les mammifères n'ont pas besoin de vaincre les dinosaures pour exister. Ils ont besoin d'un monde avec des creux, des micro-habitats et des ressources dispersées. Et ce monde existe même sous l'hégémonie des dinosaures, car aucun écosystème n'est composé uniquement de géants. Il y a toujours des bords, des fissures et des moments de la journée où le contrôle se dilue. Le Paléocène sans feu. Ce Paléocène sans incendie planétaire commence par une continuité trompeuse. Il n'y a pas de ligne nette entre le avant et le après, marqué par des cendres globales. Les forêts ne disparaissent pas d'un coup, les côtes ne restent pas silencieuses et les chaînes alimentaires ne se coupent pas par manque de lumière. Cependant, le monde change quand même, car le système climatique et océanique de la fin du Crétacé était déjà poussé par des forces lentes, tectoniques, volcanisme soutenu, variation du niveau de la mer et réajustement de la circulation océanique. Dans cette hypothèse, le seuil n'est pas un choc, mais une pente. La première conséquence d'éviter la catastrophe soudaine est que les écosystèmes ne se réinitialisent pas. Dans l'histoire réelle, la disparition rapide des espèces dominantes a permis à la récupération de se construire avec de nouveaux acteurs. Ici, cette substitution massive n'a pas lieu. Les lignées du Crétacé tardif arrivent au Paléocène avec leurs hiérarchies intactes. Les grands herbivores continuent de consommer la majeure partie de la production végétale, les grands prédateurs continuent de réguler les populations et les niches aériennes et riveraines restent disputées. C'est pourquoi le Paléocène alternatif n'est pas l'ère des remplacements, mais l'ère de la sélection fine. Quelles formes tolèrent le mieux la variabilité et lesquelles restent piégées par leur propre spécialisation. Sans feu global ni obscurité prolongée, la végétation conserve une continuité régionale. Les plantes à fleurs, déjà dominantes dans de nombreux environnements, continuent d'étendre leur diversité, mais elles le font en compétissant dans des écosystèmes matures. Les conifères et les fougères ne sont pas anéantis. Ils persistent là où le climat et le sol les favorisent. Au lieu d'un paysage de recolonisation accélérée, apparaît un paysage de déplacement graduel. Là où le climat devient plus humide, les forêts avancent. Là où les saisons deviennent plus sèches ou plus irrégulières, les forêts reculent et se forment des mosaïques de broussailles, de clairières et de bandes riveraines plus larges. Ce mosaïque n'est pas un vide, c'est un réarrangement qui affecte directement le régime alimentaire et la mobilité des herbivores géants. Les grands dinosaures herbivores, dans ce Paléocène, restent des architectes du paysage. En se nourrissant et en se déplaçant, ils maintiennent des corridors ouverts, créent des clairières, favorisent certaines plantes par rapport à d'autres et conditionnent le succès des espèces végétales.
Mais cette même dépendance à la végétation les rend sensibles aux changements de précipitation et de saisonnalité. Si une région passe de pluies régulières à des cycles plus extrêmes, les grands herbivores doivent migrer avec plus de précision, dépendre davantage de routes riveraines ou se concentrer dans les plaines d'inondation. La pression ne les élimine pas automatiquement, mais elle sélectionne, prospèrent ceux avec des stratégies de mobilité efficaces, une tolérance à des régimes alimentaires plus variés ou des comportements sociaux réduisant le risque lors de longues migrations. Les prédateurs, de leur côté, s'adaptent en suivant les proies. Dans un monde sans effondrement des grandes proies, les grands carnivores ne disparaissent pas par manque de nourriture. Mais ils ne restent pas non plus identiques. La pression environnementale ne leur demande pas de se réinventer depuis zéro. Elle exige d'ajuster leur efficacité. Dépenses énergétiques, stratégies d'embuscade ou de poursuite, sélection d'individus vulnérables et contrôle territorial dans des paysages qui changent lentement. À mesure que les mosaïques d'habitat deviennent plus fragmentées, le prédateur dominant n'est pas nécessairement le plus grand, mais celui qui convertit le mieux l'information en chasse. Lire les routes, anticiper les migrations, exploiter les goulots d'étranglement naturels, rivières, ravins et passages étroits. Dans ce Paléocène sans feu, les régions côtières jouent un rôle encore plus décisif. Les mers continuent d'influencer le climat et le niveau de la mer, en montant ou descendant, modifie l'étendue des zones humides, des deltas et des plaines côtières. Ces environnements sont productifs et servent de refuge pendant les oscillations climatiques. Il y a toujours de l'eau, toujours de la végétation, toujours de petites proies et des charognes. Pour les dinosaures moyens, les oiseaux primitifs, les petits reptiles et les mammifères, les zones humides sont une assurance biologique. Pour les grands, elles sont des étapes de passage et des points de concentration. Et là où il y a concentration, il y a aussi conflit, compétition pour la nourriture, transmission de parasites, pression de prédation et mortalité saisonnière lors de sécheresses ou inondations extrêmes. La chimie de l'océan et sa circulation changent également sans besoin d'un impact. Les océans ne sont pas éteints, mais peuvent traverser des épisodes de stress. Zones avec moins d'oxygène, changements dans la productivité du plancton, variations de température déplaçant les bancs de poissons et affectant les prédateurs marins. Dans ce scénario, les grands reptiles marins et autres prédateurs océaniques ne font pas face à un effondrement instantané, mais à un monde qui devient irrégulier. Les espèces dépendant de proies très spécifiques ou de plages thermiques étroites reculent. Les plus généralistes, celles pouvant alterner les proies et migrer sur de longues distances, se maintiennent mieux. La stabilité n'est pas rompue, mais cesse d'être homogène. Il y a des bassins qui prospèrent et des bassins qui s'appauvrissent, et ce motif réarrangé se répercute sur les côtes, les colonies de nidification et les routes migratoires. Sur Terre, les mammifères continuent d'occuper leur rôle de survivants discrets. Sans un monde vide, leurs opportunités de croître en taille restent limitées, mais leur diversité ne se réduit pas, elle se spécialise. Certains deviennent plus strictement insectivores, d'autres se tournent vers les fruits et graines, d'autres exploitent les charognes et les restes laissés par les géants. La clé est que le Paléocène alternatif amplifie l'importance des micro-habitats, sous-bois, terriers, fissures, marges des rivières. Là, les mammifères peuvent prospérer sans entrer en compétition directe avec les grands dinosaures. Sur une planète où les grands corps dominent encore l'énergie, les petits dominent la flexibilité. Survivre à la chaleur de l'Éocène. Le saut vers l'Éocène, dans ce monde sans impact, n'est pas un réveil après une nuit de cendres, mais la continuité d'une tendance. La planète se réchauffe. Pas de manière uniforme, ni avec la même intensité partout, mais suffisamment pour transformer la répartition des biomes, la disponibilité de l'eau et la stabilité des saisons. En termes écologiques, l'Éocène est un test de résistance. Pas parce que c'est un enfer constant, mais parce qu'il oblige la vie à fonctionner près des limites physiologiques pendant de longues périodes, et parce qu'il rend plus fréquentes les combinaisons dangereuses, chaleur plus humidité, chaleur plus sécheresse, et saisons extrêmes qui frappent les grands corps. Pour les dinosaures, le défi de l'Éocène ne se limite pas à tolérer la température. Un animal géant ne produit pas seulement de la chaleur, il la retient. Dans les environnements chauds, le problème central cesse de générer de la température interne et devient la dissipation de celle-ci. Cette limitation affecte le comportement.
Dans les zones où la chaleur diurne devient excessive, l'activité se déplace vers le matin, le soir et la nuit. Cela réorganise la compétition et la prédation, car les rencontres entre proies et prédateurs se concentrent dans des fenêtres plus étroites. Cela réorganise aussi l'utilisation de l'espace. Rives, ombres, zones humides et forêts denses deviennent précieuses, non pas pour la nourriture, mais pour la thermorégulation. Le monde végétal répond à la chaleur par une expansion vers les latitudes élevées et par des changements dans le régime des pluies. Les zones qui étaient auparavant tempérées deviennent aptes à des forêts plus chaudes. Les régions intérieures peuvent alterner entre périodes humides et longues sécheresses. Il n'y a pas de modèle unique, mais une tendance. Les écosystèmes deviennent plus mobiles. Sur une planète plus chaude, la limite entre forêt et broussailles, entre zones humides et savanes, entre jungle et clairière, peut se déplacer relativement rapidement à l'échelle géologique. Pour les grands herbivores, cela signifie que la mémoire du paysage cesse d'être fiable. Les routes migratoires doivent être réajustées. Les points d'eau changent. Les corridors verts se coupent ou s'ouvrent. C'est ici qu'émerge une pression sélective clé pour l'histoire future des dinosaures, l'efficacité dans l'utilisation de l'eau. La chaleur ne tue pas seulement par la température, elle tue par déshydratation, par stress thermique, par perte de capacité à se déplacer et à se nourrir. Les herbivores qui prospèrent sont ceux qui peuvent traiter la végétation avec un meilleur retour hydrique, qui peuvent stocker l'eau plus longtemps ou parcourir de longues distances entre les sources sans s'effondrer. Les espèces fortement dépendantes des zones humides permanentes restent ancrées à des régions spécifiques et deviennent vulnérables à tout changement de drainage ou de saisonnalité. En revanche, celles qui obtiennent une certaine indépendance de l'eau superficielle deviennent plus expansives. Les prédateurs, dans un Éocène chaud, font face à un dilemme énergétique. Chasser coûte cher. Poursuivre des proies sous une chaleur extrême augmente le risque de surchauffe et réduit l'avantage de la vitesse soutenue. Pour cette raison, les stratégies de chasse tendent à favoriser les embuscades, les attaques courtes et l'utilisation intelligente du terrain. Dans les paysages avec mosaïque de végétation, les prédateurs qui exploitent le mieux les lisières réussissent davantage que ceux qui dépendent de longues poursuites en terrain découvert. La chasse devient plus géographique. Dominer la carte compte autant que dominer la force. Parallèlement, les écosystèmes aquatiques continentaux deviennent des centres de stabilité relative. Les grands fleuves, deltas et marais amortissent les extrêmes thermiques et soutiennent la productivité même en saison difficile. Cela attire la vie, et là où la vie se concentre, les tensions se concentrent aussi. Plus de compétition, plus de prédation, plus de maladies. Dans un monde chaud, les pathogènes et parasites peuvent avoir des cycles plus rapides et se propager facilement, surtout là où les animaux se rassemblent pour boire ou traverser. Cette pression ne laisse pas nécessairement des fossiles évidents, mais modèle l'évolution. Elle favorise une immunité plus robuste, des comportements d'hygiène, la sélection de lieux de repos et de reproduction plus sûrs, et des migrations qui évitent les séjours prolongés dans les foyers à risque. Dans l'air, la chaleur de l'Éocène altère les courants et les patterns de vent, et avec eux la dynamique du vol. Pour les ptérosaures et les oiseaux, la disponibilité des courants thermiques peut augmenter dans certaines régions, mais la compétition pour les ressources côtières et fluviales s'intensifie. Sans effondrement historique ayant éliminé les rivaux, les deux groupes restent en tension. Les oiseaux trouvent des opportunités dans des environnements fermés et dans des régimes alimentaires plus spécialisés. Les ptérosaures maintiennent des avantages dans les niches de grande taille et dans l'exploitation des côtes et mers intérieures. Le résultat n'est pas un gagnant absolu, mais une partition plus fine du ciel. Chacun pousse l'autre vers des spécialisations différentes. Les mammifères, encore petits, bénéficient de la même dynamique qui leur a permis de persister, les micro-habitats. Sur une planète chaude, le terrier et le sous-bois deviennent des refuges thermiques. L'activité nocturne devient plus sûre pour certains lignages et la diversité se maintient grâce à des niches discrètes. Insectes spécifiques, graines saisonnières, fruits locaux, charognes au point d'eau, prédation d'œufs et de jeunes aux moments opportuns. Ils ne sont pas les protagonistes du paysage, mais essentiels à la machinerie écologique. Dans cet Éocène alternatif, les mammifères ne échouent pas. Ils deviennent une couche souterraine et nocturne du monde, une faune parallèle qui coexiste avec les géants sans leur disputer le contrôle de l'énergie.
La chaleur soutenue réorganise également la reproduction. Chez les grands animaux, le choix du site de nidification et la synchronisation avec les saisons sont critiques. Des températures plus élevées peuvent affecter l'incubation, la survie des jeunes et la disponibilité de nourriture au moment clé. Les espèces qui ajustent avec précision leur calendrier reproductif ont un avantage. Celles qui dépendent de signaux saisonniers très stables peuvent être décalées et perdre des générations. Cette pression pousse à des changements comportementaux et les changements comportementaux, soutenus dans le temps, ouvrent la porte à des cerveaux plus capables d'intégrer l'information environnementale. Pluie, température, migration des proies, floraison des plantes. Commence le grand refroidissement. Le changement n'arrive pas comme un coup. Il n'y a pas de jour exact qui marque l'entrée dans un monde froid. Ce qui commence ici est une longue transition. La planète laisse derrière elle son mode chaud dominant et commence à perdre de la chaleur de manière soutenue. Dans l'histoire réelle, ce processus est lié à des réajustements de la circulation océanique et atmosphérique, à la réorganisation des courants et à la capacité du système à accumuler de la glace aux hautes latitudes. L'important n'est pas un événement ponctuel, mais la direction du changement. Et cette direction introduit un filtre sélectif différent de celui de l'Éocène. Ce n'est plus celui qui tolère le mieux la chaleur qui gagne, mais celui qui parvient à survivre à des saisons plus contrastées, à des hivers plus rigoureux et à une plus grande imprévisibilité régionale. Le premier symptôme écologique du refroidissement est le déplacement des biomes. Des zones qui soutenaient autrefois des forêts chaudes commencent à devenir plus tempérées. Les hautes latitudes perdent une partie de leur couverture végétale dense et deviennent plus saisonnières. Dans les régions intérieures, la combinaison de températures plus basses et de régimes de pluie différents peut favoriser des environnements plus ouverts. Cela ne signifie pas que les forêts disparaissent du monde. Cela signifie qu'elles se fragmentent et reculent dans certaines bandes, tout en avançant dans d'autres. Le paysage devient plus contrasté. De grands corridors forestiers alternent avec des zones de broussailles, des plaines plus sèches et des bandes riveraines qui fonctionnent comme des lignes de vie. Ce changement a un impact immédiat sur les dinosaures herbivores. Dans un monde chaud et uniforme, la biomasse est disponible de manière large et soutenue. Dans un monde qui se refroidit, la biomasse devient saisonnière. La nourriture ne disparaît pas, mais son rythme change. Des périodes d'abondance suivies de périodes où la végétation se durcit, devient moins nutritive ou devient inaccessible. Pour un grand animal, ce n'est pas un problème secondaire. Le corps de grande taille nécessite un apport énergétique constant. Lorsque cet apport est interrompu, la survie dépend de la capacité à migrer, à stocker des réserves ou à exploiter des aliments de moindre qualité sans s'effondrer. Ici apparaît une divergence décisive pour l'avenir de la mégafaune dinosaurienne. Les lignées qui prospèrent sont celles qui peuvent transformer un paysage saisonnier en une carte de route. De longues migrations, prévisibles, soutenues par des corridors riverains et des plaines inondables qui retiennent la productivité même en période froide. Dans ce schéma, le comportement devient un organe invisible. Les groupes qui apprennent les routes, qui synchronisent les mouvements avec les saisons et qui transmettent les schémas migratoires aux nouvelles générations obtiennent d'énormes avantages. Et ces avantages génèrent une pression pour la cohésion sociale, des troupeaux plus organisés, une surveillance collective et des décisions de mouvement qui dépendent de signaux environnementaux subtils. Les prédateurs répondent à cette réorganisation par un ajustement tout aussi profond. Dans un monde plus saisonnier, la proie n'est pas répartie de manière homogène. Elle se concentre sur des routes, à des points d'eau, dans des vallées protégées et des passages obligés. Le prédateur qui domine n'est pas seulement celui qui tue, mais celui qui contrôle ces points. Le territoire cesse d'être simplement une zone de chasse et devient un système stratégique d'intersection. Le refroidissement signifie des goulots d'étranglement, et les goulots d'étranglement signifient des opportunités de chasser avec moins de dépenses énergétiques. Cela favorise un type de prédation plus planifiée, embuscade sur des routes prévisibles, attaque coordonnée dans des zones où la proie ne peut se disperser, pression soutenue sur les troupeaux affaiblis par l'hiver. Parallèlement, le refroidissement modifie l'eau. Les rivières et les lacs changent leur saisonnalité. Certaines régions connaissent des gelées plus fréquentes, d'autres voient leur disponibilité en pluie modifiée. Les zones humides qui fonctionnaient comme refuge permanent peuvent se réduire mais ne disparaissent pas en tant que catégorie. Elles se réorganisent.
Le refuge n'est plus seulement là où il y a de l'eau, mais là où il y a de l'eau toute l'année. Cela rend certaines vallées et bassins extrêmement précieux. Là se concentrent herbivores, prédateurs, oiseaux, ptérosaures côtiers et mammifères de l'ombre. Cette concentration augmente la compétition et la mortalité et accélère la sélection naturelle. Ne prospère que celui qui tolère la densité, le stress et le risque. Pour les petits mammifères, le grand refroidissement n'est pas une tragédie. Dans de nombreux cas, c'est une expansion des opportunités. La thermorégulation, combinée avec terriers et refuges, devient encore plus utile. Le froid saisonnier pénalise les animaux dépendants d'une température ambiante constante, mais les mammifères peuvent maintenir leur activité et, surtout, maintenir la reproduction sur des fenêtres plus larges. Ils n'accèdent toujours pas à la taille géante, car les dinosaures dominent encore la macrostructure de l'écosystème, mais ils deviennent plus importants en périphérie, comme insectivores dans des forêts fragmentées, comme consommateurs de graines dans des environnements plus ouverts, comme opportunistes dans les corridors riverains où les géants laissent des restes. Le ciel devient également plus exigeant. Sur une planète plus saisonnière, la disponibilité des proies et des ressources change avec le calendrier. Cela favorise les migrations chez les oiseaux et oblige les ptérosaures et les oiseaux à se spécialiser dans des routes, des côtes ou des environnements où la productivité se maintient. La compétition ne se résout pas, elle se réorganise. Les espèces capables de parcourir de longues distances avec une efficacité énergétique gagnent un avantage dans un monde aux saisons marquées. Celles qui dépendent de ressources locales constantes reculent ou se retrouvent confinées à des refuges climatiques. Quand l'herbe a conquis le monde. L'expansion de l'herbe n'est pas un simple changement ornemental du paysage, c'est une reprogrammation de la terre. Lorsque les graminées deviennent dominantes sur de vastes régions, le sol change, le feu change, la façon de se nourrir change et, par conséquent, change qui peut prospérer. Dans ce monde alternatif, le processus ne se produit pas parce que les dinosaures ont disparu, mais malgré leur présence. Et justement pour cette raison, la conquête de l'herbe ne se traduit pas par un remplacement de la mégafaune par de grands mammifères, mais par une adaptation forcée de la mégafaune dinosaurienne à un nouveau moteur écologique. L'herbe prospère dans des environnements où la saisonnalité et l'ouverture du paysage augmentent. Contrairement à de nombreux arbres et arbustes, les graminées tolèrent bien les perturbations fréquentes. Herbivorie intense, piétinement, sécheresse saisonnière et variations de température. De plus, elles peuvent se régénérer à partir de bases protégées et s'étendre rapidement. Là où la forêt se fragmente à cause du refroidissement, là où les pluies deviennent plus irrégulières et là où les sols favorisent une végétation basse, l'herbe trouve un champ d'expansion. En peu de temps géologique, la planète commence à montrer de vastes prairies, savanes froides ou tempérées, et plaines où la visibilité est élevée et l'abri arboré rare. Cela altère immédiatement l'équilibre entre herbivores et prédateurs. Dans une forêt, la nourriture peut être répartie en hauteur et en densité. Dans une prairie, la nourriture est au sol, parfois en grande quantité, mais sa qualité nutritionnelle peut varier et sa disponibilité dépend des pluies et des saisons. L'herbivore qui réussit dans un monde de prairies doit être capable de traiter des fibres résistantes, de manger pendant de nombreuses heures par jour et de convertir un aliment moins riche en énergie suffisante. Il doit aussi tolérer de longs déplacements, car les prairies, bien que vastes, changent avec le climat. Il y a des saisons vertes et des saisons sèches. Pour les dinosaures herbivores, cela fonctionne comme un filtre et comme une opportunité. Les lignées qui avaient déjà la capacité de broyer, couper ou traiter de grands volumes de matière végétale peuvent mieux s'adapter. Dans ce scénario, le succès ne dépend pas seulement de la taille, mais du système d'alimentation. Mâchoire, dents ou structure de coupe et capacité à maintenir un transit digestif efficace. La pression sélective favorise les animaux qui peuvent brouter de manière soutenue et alterner entre herbes et végétation de bordure, surtout en période difficile. Les espèces extrêmement dépendantes des feuilles tendres de la forêt se replient vers des refuges forestiers. Celles qui tolèrent une végétation dure s'étendent et occupent la prairie. L'herbe modifie également la mécanique de la locomotion. Dans des forêts denses, manœuvrer est important. Dans les prairies, il est important de couvrir de la distance. Cela tend à favoriser des corps et des pattes qui réduisent le coût du transport.
marcher de longues heures sans dépenser excessivement d'énergie, soutenir les migrations et fuir ou poursuivre dans des espaces ouverts. À ce stade, la sélection naturelle n'a pas besoin d'inventer à partir de zéro. Elle ajuste les formes existantes. Les herbivores qui prospèrent deviennent, progressivement, plus efficaces pour se déplacer. Ceux qui ne peuvent suivre le rythme migratoire restent confinés dans des zones épuisées. L'expansion des prairies introduit également un autre facteur, le feu comme processus écologique récurrent. Dans des mondes dominés par les graminées, la biomasse sèche peut brûler fréquemment. Le feu n'élimine pas l'herbe, il la renouvelle. Il peut réduire les jeunes arbres, maintenir le paysage ouvert et recycler les nutriments. Sur une planète sans impact, ce feu de l'herbe ne naît pas d'une catastrophe, mais de la dynamique normale des prairies, saison sèche, éclairs, incendies qui parcourent des kilomètres. Pour les grands animaux, le feu agit comme une force sélective indirecte. Il oblige à migrer, à éviter les zones brûlées, à comprendre les cycles de régénération. Il augmente l'importance des routes et des refuges. Le feu génère également des pulses de mortalité et d'opportunité. Après un incendie, les pousses tendres attiraient les herbivores. Ces herbivores attirent les prédateurs. Prédateur des plaines, évolution du T-Rex. Dans l'histoire réelle, le Tyrannosaurus rex fut un produit du Crétacé supérieur, un prédateur de sommet dans un monde de plaines côtières, de forêts, de rivières et de mers intérieures. Mais dans ce monde hypothétique, sa lignée ne disparaît pas avec une extinction massive. Elle reste vivante lorsque la planète se refroidit, lorsque le paysage s'ouvre et lorsque l'herbe transforme de vastes régions en plaines saisonnières. Cela ne produit pas un T-Rex éternel identique à lui-même. Cela produit quelque chose de plus plausible d'un point de vue évolutif. Une famille de tyrannosauridés qui, au fil de millions d'années, change pour dominer un nouvel environnement. Le premier pas de cette transformation n'est pas de devenir plus grand, c'est de devenir plus efficace. Dans un monde de prairies et de migration, le prédateur ne peut pas dépendre de rencontres fortuites dans des forêts fermées. Il doit localiser les troupeaux à distance, suivre les routes, choisir le moment exact de l'attaque et éviter de gaspiller de l'énergie inutilement. Cela favorise l'essence et le traitement de l'information. Vision adaptée à détecter le mouvement sur des horizons ouverts, odorat capable de lire l'air et de suivre les traces sur des territoires immenses, et un cerveau qui n'est pas plus intelligent, au sens humain, mais plus apte à intégrer les signaux et à décider. Dans le Crétacé supérieur hérité, le Tyrannosauridé était déjà un prédateur robuste avec une morsure dévastatrice et un crâne conçu pour supporter d'énormes forces. Ces avantages se conservent car ils restent utiles. Dans les plaines, la proie est grande et dangereuse. La différence réside dans la façon d'atteindre la proie. Dans les écosystèmes ouverts, les attaques réussies ont tendance à se concentrer au moment de vulnérabilité. Traversée de rivières, zones boueuses, pentes, tempêtes, incendies récents, hivers rigoureux, sécheresse. Le prédateur qui prospère n'est pas celui qui court le plus vite sur des kilomètres, mais celui qui transforme le paysage en un système d'opportunités. C'est pourquoi le tyrannosaure des plaines évolue vers un corps qui réduit le coût de se déplacer entre les points de chasse, tout en conservant une puissance explosive pour l'attaque finale. En termes généraux, la sélection favorise une locomotion plus efficace. Pas économique, endurance suffisante pour parcourir de grandes distances sans s'épuiser et musculature capable d'accélérer sur de courtes distances. Ce n'est pas un coureur de marathon, c'est un marcheur dominant qui sait quand dépenser de l'énergie et quand la conserver. Parallèlement, la relation avec les troupeaux change. Dans la prairie, la proie bénéficie d'une vigilance collective et d'espace pour détecter les menaces. Cela pousse le prédateur à exploiter la lisière, attaquer depuis la végétation marginale, depuis les ondulations du terrain, depuis les bandes riveraines. Avec le temps, les comportements de traque plus persistants sont favorisés. Suivre le troupeau pendant des heures ou des jours, en attendant l'erreur, l'individu malade, le jeune en retard. Cette pression sélectionne la patience et la tolérance au jeûne, des traits déjà présents chez les grands carnivores, mais ici devenu un avantage central. L'interaction avec d'autres prédateurs change également. Dans un monde dominé par les prairies, plusieurs carnivores peuvent converger sur les mêmes routes migratoires. Cela génère une compétition directe et par conséquent favorise une territorialité efficace et des signaux de dominance.
Le tyrannosaure des plaines ne doit pas seulement chasser, il doit défendre l'accès aux goulets d'étranglement, aux points d'eau saisonniers et aux corridors où les proies passent année après année. Cette défense peut s'exprimer en taille, en comportement, en exhibition et en tolérance au conflit. Dans les écosystèmes ouverts, la dominance se voit de loin, et c'est pourquoi les signaux visuels et acoustiques peuvent gagner en importance. À un niveau trophique, l'apparition de grands herbivores adaptés à l'herbe génère une proie différente. Des animaux migrateurs, résistants, en troupeau, capables de parcourir d'énormes distances. Chasser ce type de proie n'est pas un acte isolé, c'est un schéma. Le prédateur doit se synchroniser avec la saisonnalité. En hiver ou pendant les saisons sèches, les herbivores sont plus faibles, concentrés dans des refuges et des routes obligatoires. Cela transforme le tyrannosaure en prédateur calendrier. Son succès dépend d'être au bon endroit au bon moment. Et ce « être » n'est pas aléatoire. C'est un comportement héréditaire, transmis et affiné par sélection. Na przestrzeni milionów lat rodzina tyranozaurów różnicuje się. Nie wszyscy potomkowie stają się gigantami. Na obrzeżach lasów lub w regionach górskich utrzymują się mniejsze, bardziej zwinne formy, zajmujące się średnią zdobyczą. Na równinach dominująca linia dąży natomiast do maksymalizacji zdolności do powalania dużych roślinożerców i wykorzystywania padliny w świecie, gdzie migracje generują sezonową śmiertelność. Padlina na równinach nie jest zasobem drugorzędnym. Burze, pożary i susze pozostawiają zwłoki. Drapieżnik, który potrafi wykryć padlinę z daleka i zmonopolizować ją, zdobywa energię bez ryzyka. Ewolucja tutaj sprzyja kombinacji aktywnego polowania i oportunistycznego wykorzystania, bez potrzeby dzielenia tych dwóch strategii na oddzielne gatunki. La question de l'intelligence, évolution du Troodon. Le Crétacé tardif comptait déjà des théropodes petits et moyens avec des sens fins, des crânes relativement légers, de grands yeux et un style de vie plus flexible que celui des géants. Dans l'histoire réelle, beaucoup de ces lignées n'ont pas franchi la limite vers le Paléogène. Dans cette histoire, elles la franchissent. Et en le faisant, elles entrent dans un scénario où la sélection naturelle commence à récompenser avec insistance la capacité d'anticiper les saisons, les itinéraires, les proies, les prédateurs, les incendies et les refuges. Troodon, comme nom, représente une idée utile pour cette ligne hypothétique. Un théropode relativement petit, avec une bonne vision, un régime opportuniste et un ensemble de traits compatibles avec un comportement complexe. Il ne s'agit pas de le transformer en humain, ni en caricature. Il s'agit de comprendre quelle pression du monde post-crétacé pourrait pousser un petit dinosaure, déjà actif et sensoriellement aiguisé, vers une plus grande plasticité comportementale. Dans le Paléocène sans feu global, l'écosystème reste occupé. Pour un petit théropode, le problème central est de rivaliser sans être écrasé par les géants. Son avantage est la mobilité fine, se déplacer aux lisières des forêts, entre les racines, sur les pentes, sur les rives des rivières. Son régime alimentaire n'a pas besoin de dépendre d'une seule ressource. Il peut alterner entre petits vertébrés, insectes, charognes, œufs, petits, et reste laissé par de plus grands prédateurs. Cet opportunisme, maintenu pendant des millions d'années, n'est pas un trait trivial. Il oblige à reconnaître les motifs de l'environnement. Où nichent les autres animaux quand ils se concentrent autour des points d'eau? Quelle saison apporte l'abondance d'insectes? À quel moment un troupeau laisse ses petits exposés? La clé de l'Éocène chaud, pour cette ligne, n'est pas seulement de survivre à la chaleur, mais d'exploiter la complexité des habitats humides et des forêts denses. Dans des environnements fermés, la vitesse maximale importe moins que la capacité de manœuvrer, se cacher, grimper ou sauter, et coordonner les actions à courte distance. Un petit animal peut vivre de micro-avantages, détecter un nid avant un autre, trouver un refuge sec pendant une tempête, mémoriser des itinéraires sûrs. La sélection favorise les individus qui apprennent vite et qui ajustent leur comportement en temps réel. La sociabilité est un point critique. Un petit animal peut vivre seul, mais dans un monde rempli de grands prédateurs, vivre en petits groupes peut augmenter la survie. Plus d'yeux pour surveiller, plus de capacité à repousser des concurrents moyens, plus d'efficacité pour explorer. Si cette sociabilité offre des avantages, la sélection commence à récompenser la communication et la coordination.
Signaux vocaux ou visuels, règles simples de hiérarchie, comportement d'alerte et même coopération basique dans la chasse de petites proies. La coopération, dans ce cas, ne nécessite pas de morale, elle nécessite un avantage arithmétique. Deux individus peuvent encercler mieux qu'un. À mesure que cette lignée évolutive se consolide, apparaissent des spécialisations plausibles. L'une est la dextérité manuelle, entendue non comme des mains humaines, mais comme la capacité de manipuler des objets avec le museau et les membres antérieurs, déplacer des feuilles pour trouver des insectes, ouvrir des structures végétales pour accéder aux graines, bouger des branches pour exposer des nids, ou même utiliser l'environnement pour coincer des proies. Une autre est la flexibilité alimentaire avancée, reconnaître plus de types de nourriture et apprendre par expérience ce qui est dangereux, ce qui est saisonnier et ce qui vaut l'effort. Dans un monde avec des saisons et des feux de prairie, apprendre vite peut faire la différence entre mourir lors d'un hiver rigoureux ou atteindre le printemps. L'intelligence devient aussi défensive. Les grands prédateurs des plaines représentent une menace constante dans les espaces ouverts. Un petit théropode intelligent ne rivalise pas avec eux, il les évite. Il apprend leurs motifs, reconnaît les signes de leur présence, utilise des refuges et adapte son emploi du temps. En pratique, cela signifie que le succès évolutif dépend d'une carte mentale du danger. Où se trouvent les ombres, où se trouve la couverture, où le vent apporte l'odeur d'un grand carnivore, où les proies moyennes se regroupent et attirent de plus gros chasseurs. Avec des millions d'années, cette ligne trodontide hypothétique pourrait se diversifier en plusieurs types. Forme forestière avec grande maniabilité, forme de lisière avec des pattes plus longues pour traverser rapidement les espaces ouverts, et forme riveraine exploitant deltas et zones humides. Dans tous les cas, le trait commun n'est pas une intelligence abstraite, mais un style de vie basé sur l'information. Observer, se souvenir, anticiper, ajuster. Quand arrive la glace, dinosaure du Pléistocène. Le Pléistocène n'est pas un hiver interminable, c'est quelque chose de plus complexe et pour la vie, plus difficile, une ère de cycle. Avancée et recul de la glace, changement brusque de température à l'échelle de milliers d'années, oscillation d'humidité, expansion des steppes froides et contraction des forêts. Dans ce monde alternatif, les dinosaures arrivent au Pléistocène avec des millions d'années d'adaptation à la saisonnalité, aux prairies, aux feux récurrents et à un refroidissement progressif. Ils n'arrivent pas comme des reliques fragiles. Ils arrivent comme une mégafaune consolidée. Mais le Pléistocène introduit un problème nouveau. Il n'y a pas seulement des saisons, il y a des réorganisations continentales du climat, répétées, avec une ampleur suffisante pour redessiner des écosystèmes entiers. Le premier impact de la glace est géographique. Pendant les périodes froides, de vastes étendues de latitudes élevées deviennent improductives ou sont recouvertes de glace. Les zones tempérées se déplacent vers l'équateur. Les régions qui étaient auparavant des forêts deviennent des steppes froides, des toundras ou des paysages ouverts avec une végétation basse. Les corridors biologiques se rétrécissent. Les refuges climatiques deviennent les pièces les plus précieuses du plateau. Et dans un monde avec des dinosaures, ces refuges ne restent pas vides. Ils sont réclamés par des troupeaux d'herbivores, par des prédateurs qui les guettent et par des communautés entières qui se déplacent comme un système. Dans les prairies froides et les steppes, la base alimentaire change. La végétation est plus basse, plus saisonnière et souvent moins nutritive. La neige peut couvrir la nourriture pendant des mois. Pour les grands herbivores, cela oblige à résoudre un dilemme, migrer pour éviter le pire de l'hiver ou rester et y résister. Dans le monde réel, de nombreuses mégafaunes pléistocènes ont résolu ce problème par des migrations ou par des adaptations au froid. Ici, les dinosaures herbivores plausibles du Pléistocène développent des stratégies équivalentes, mais dans leurs propres possibilités anatomiques et comportementales. Une stratégie est la migration de longue distance, synchronisée avec l'avancée et le recul saisonnier de la productivité. Des troupeaux suivent des routes fixes, année après année, à la recherche des pâturages printaniers et évitant les zones où la neige s'accumule. Cette migration dans un Pléistocène de cycle n'est pas seulement annuelle, elle change avec le climat de fond. Lors d'une phase glaciaire, les routes se déplacent vers des latitudes plus basses. Lors d'un interglaciaire, elles s'étendent à nouveau vers le nord. Le résultat est un monde en mouvement permanent, où la mémoire migratoire devient un outil évolutif.
Les groupes capables d'ajuster leur route sans perdre leur cohésion ont un avantage. Une autre stratégie est la résidence dans des refuges. Certaines régions côtières ou vallées influencées par l'océan maintiennent des températures relativement modérées. Là, la végétation peut persister et la neige peut être moins durable. Dans ces refuges, les herbivores peuvent maintenir des populations plus stables, mais paient un prix: densité, compétition et pression de prédation concentrée. Un refuge stable devient un aimant, et un aimant écologique attire aussi les crises, maladies, conflits, effondrement local de la végétation par surpâturage si la population dépasse la capacité de l'écosystème. C'est pourquoi, même dans les refuges, la survie dépend de la régulation. Se déplacer dans le refuge, alterner les zones, éviter d'épuiser un seul point. Le froid impose également un défi physiologique. Un corps grand peut conserver la chaleur mieux qu'un petit, mais seulement si son bilan énergétique est maintenu. Si la nourriture est rare, la grande taille devient un risque. La sélection favorise alors les herbivores, qui optimisent leur digestion pour une nourriture fibreuse, qui peuvent passer plus de temps à se nourrir et supporter des périodes de faible qualité nutritionnelle. Elle favorise également les adaptations comportementales, utiliser les pentes exposées au soleil en hiver, se réfugier du vent, se concentrer dans les zones où la neige est balayée par le vent et laisse une végétation accessible, ou suivre les cours d'eau qui maintiennent une végétation marginale même dans le froid. Pour les prédateurs, le Pléistocène crée des opportunités et des dangers. Lors d'hivers rigoureux, les proies s'affaiblissent et la mortalité augmente. Cela génère des charognes, une ressource énergétique importante. Mais le froid et la neige compliquent aussi la chasse active, surtout si la proie peut se déplacer en troupeau et se défendre. Les grands prédateurs de plaine deviennent encore plus dépendants de décisions intelligentes. Quand poursuivre, quand attendre, quand attaquer à un passage, quand profiter d'une tempête qui désorganise un troupeau. Dans la neige profonde, le terrain devient un allié ou un ennemi. Là où la proie s'enfonce, le prédateur peut gagner. Là où le prédateur s'épuise, il peut perdre. Dans ce Pléistocène alternatif, la saisonnalité extrême ouvre également des niches pour les prédateurs moyens et opportunistes. Tous les carnivores n'ont pas besoin d'abattre un géant. Certains survivent en chassant des proies plus petites, en volant des charognes ou en exploitant les jeunes lors des périodes de naissance synchronisées. Ici réapparaît avec force la ligne trodontide intelligente. Dans un monde où la nourriture fluctue, la flexibilité et la capacité de planifier minimalement sont de réels avantages. Ces théropodes ne dominent pas la prairie comme un tyrannosaure. Ils dominent l'opportunité. Un cadavre récent, un nid exposé, un groupe de petites proies coincées par la neige, un refuge où les insectes restent actifs sous l'écorce. Les mammifères, encore confinés à des tailles modestes par la persistance des dinosaures, trouvent dans le Pléistocène un scénario où leur thermorégulation et leur vie souterraine deviennent encore plus précieuses. Ils se diversifient dans les écosystèmes froids comme faune de refuge. Terriers profonds, activités nocturnes pendant les saisons plus douces, consommation de graines et de racines. Cependant, ils ne remplacent toujours pas la mégafaune, car cette mégafaune ne disparaît pas. La structure du monde reste dinosaurienne. Les grands herbivores marquent le paysage et les grands prédateurs marquent la peur. Géant d'un monde gelé. Dans un Pléistocène cyclique, la mégafaune qui survit ne le fait pas par hasard, mais par compatibilité avec un monde qui punit l'inefficacité. Géant ne signifie pas simplement des animaux énormes, cela signifie des animaux capables de soutenir un corps volumineux lorsque la nourriture devient saisonnière, lorsque le vent vole la chaleur et lorsque la neige transforme le sol en barrière. Dans cette histoire alternative, certaines lignées de dinosaures herbivores et prédateurs atteignent cet équilibre et deviennent des équivalents fonctionnels de la mégafaune pléistocène réelle, mais avec une différence radicale. Leur anatomie et leur histoire évolutive ne sont pas mammaliennes, mais dinosauriennes. Le premier trait qui définit un géant du froid est la stratégie énergétique. Survivre à de longs hivers exige une économie du corps. Les animaux grands ont déjà un avantage, ils perdent la chaleur plus lentement que les petits. Mais cet avantage n'est utile que s'ils peuvent maintenir leur apport et leurs réserves. Dans les steppes froides, la végétation est fibreuse, parfois recouverte de neige, et sa qualité change de manière drastique selon les saisons.
C'est pourquoi les géants herbivores du Pléistocène alternatif sont avant tout des transformateurs. Ils passent une grande partie de la journée à se nourrir, parcourent de longues distances et convertissent une nourriture relativement pauvre en énergie suffisante pour maintenir la masse corporelle, la locomotion et la reproduction. La sélection favorise, par conséquent, les lignées dotées de systèmes alimentaires robustes. Il n'est pas nécessaire d'inventer de nouvelles structures. Il suffit d'optimiser celles existantes pour couper la végétation basse et dure et pour la broyer efficacement. Les populations qui prospèrent sont celles qui tolèrent des régimes plus rigides et peuvent alterner entre prairies, pousses d'arbustes et végétation marginale sur les rives où la neige fond plus tôt. La flexibilité alimentaire, ici, s'exprime dans la capacité à exploiter différents niveaux du paysage selon la saison. En été, prairies ouvertes, en hiver, pentes exposées, lisières de forêt, vallées protégées et zones balayées par le vent où la végétation reste accessible. Le deuxième trait décisif est la mobilité planifiée. Les géants du froid ne peuvent pas dépendre d'un territoire fixe si celui-ci entre dans une phase de neige profonde ou de productivité réduite. Ils doivent se déplacer, mais se déplacer coûte cher. La solution évolutive est de migrer efficacement. Itinéraire stable, corridor évitant la neige profonde et synchronisation avec les dégelés. Dans ce monde, les migrations ne sont pas de simples déplacements. Ce sont des circuits reliant des refuges saisonniers qui se réajustent lentement à chaque phase glaciaire et interglaciaire. La sélection favorise les troupeaux capables de maintenir la cohésion lors de longs voyages, de transmettre les routes aux nouvelles générations et de répondre aux signaux environnementaux tels que température, vent, disponibilité de l'eau et état de la végétation. Ce schéma migratoire renforce l'importance sociale. Dans des environnements ouverts et froids, le troupeau n'est pas seulement une défense contre les prédateurs, c'est aussi la survie thermique et logistique. Le mouvement collectif réduit le risque individuel, augmente la vigilance, permet aux individus expérimentés de guider le parcours et aux groupes de traverser des passages dangereux. De plus, pendant les hivers rigoureux, la pression de prédation tend à se concentrer sur les faibles et les retardataires. Pour survivre, le troupeau doit maintenir une discipline spatiale, protéger les jeunes, maintenir les flancs et réduire la possibilité de se fragmenter pendant les tempêtes. Parallèlement, le froid réorganise la reproduction. Un géant du Pléistocène ne peut pas se reproduire à tout moment. Il doit synchroniser les naissances avec des fenêtres d'abondance lorsque la nourriture est disponible pour la mère et pour la croissance initiale du jeune. La sélection favorise des calendriers reproductifs stricts et des comportements de soins plus efficaces, car perdre un jeune dans un monde saisonnier a un coût énorme. Les espèces qui parviennent à maintenir des taux de survie juvéniles pendant les années difficiles se consolident. Celles qui ne le font pas deviennent vulnérables à toute phase glaciaire prolongée. Le prédateur géant dans ce monde gelé change également. La lignée tyrannosauride, façonnée par les plaines et les migrations, trouve dans le Pléistocène un scénario où la force brute ne suffit pas. Dans la neige, l'attaque frontale peut être coûteuse et dangereuse. Le prédateur réussi utilise l'hiver comme outil. Il attend que le climat affaiblisse la proie, exploite les tempêtes pour désorganiser les troupeaux, profite des traversées de rivières partiellement gelées et des goulets d'étranglement où la proie perd sa mobilité. Dans ce contexte, le prédateur devient encore plus saisonnier. Son pic de succès peut se concentrer sur les mois rigoureux, lorsque la mortalité naturelle augmente. Mais même le grand prédateur a besoin de réserve. La sélection favorise des stratégies mixtes. Chasser lorsque le coût est raisonnable et monopoliser les charognes lorsque l'hiver fait le travail. Pendant les glaciations, la mortalité des herbivores due au froid, à la faim ou aux accidents peut augmenter. Cela génère des cadavres qui, détectés à distance, deviennent des ressources critiques. Un prédateur capable de dominer un cadavre face à des concurrents obtient de l'énergie sans dépenser d'efforts en poursuite. Cet avantage renforce la territorialité sur les points clés. Vallées refuges, routes migratoires, passages obligés. Un monde de dinosaures en 2026. Arriver à 2026 dans ce monde hypothétique ne signifie pas que la planète soit identique à la nôtre avec des dinosaures dessus. Cela signifie que toute l'histoire écologique, climatique et évolutive des 66 derniers millions d'années s'est déroulée sans redémarrage massif,
avec une mégafaune dinosaurienne persistante, avec des prairies et des glaciations tout aussi réelles, et avec des mammifères qui n'ont jamais occupé le rôle dominant. Le résultat est un 2026 qui ressemble au nôtre en géographie générale, circulation océanique et climat moderne, mais qui diffère dans l'essentiel, la structure de la biosphère terrestre. La première différence est l'architecture du paysage vivant. Dans notre monde, les grands herbivores terrestres existent, mais sont limités et, en outre, une grande partie de leur répartition actuelle dépend de l'intervention humaine ou de la conservation. Dans ce monde alternatif, les grands herbivores ne sont pas des vestiges. Ils sont l'axe naturel des écosystèmes. Il y a des troupeaux migratoires dans les régions de prairies, de grands ruminants aux lisières des forêts, et des espèces adaptées aux zones humides et aux deltas. Le poids biologique de la mégafaune sur le sol est constant. Piétinement, ouverture de corridors, dispersion des graines, entretien des clairières, modification des petits cours d'eau et pression sélective sur la végétation. Les forêts ne disparaissent pas pour autant. Elles se structurent autrement, avec des lisières plus dynamiques et une végétation qui a coévolué pendant des millions d'années sous l'herbivorie intense de corps énormes. La deuxième différence est la présence continue de prédateurs apex dinosaures. Dans notre monde moderne, de grands prédateurs existent, mais leur distribution est fragmentée et leur densité faible. Dans ce 2026 alternatif, les grands prédateurs font partie normale des plaines, de certaines zones forestières et des corridors migratoires. Ils ne sont pas partout, car aucun grand prédateur ne l'est, mais ils sont suffisamment communs pour définir les comportements des proies et l'usage de l'espace. Cela crée une planète où la mobilité animale est plus conditionnée par le risque que dans la nôtre. Routes préférentielles, zones évitées, horaires d'activité décalés, et, par extension, cela crée une planète où la présence humaine ne peut ignorer la prédation comme variable environnementale. La troisième différence est le ciel. Sans le grand vide de la limite Crétacé-Paléogène, la diversification des oiseaux n'a pas suivi le même chemin. Il existe des oiseaux, probablement très divers, mais leur histoire a été marquée par une compétition continue avec les ptérosaures ou d'autres lignées volantes persistantes. En ce 2026, la répartition de l'air est différente. Les niches côtières et de planeurs de grande taille pourraient être occupées par des descendants de ptérosaures, tandis que les oiseaux dominent d'autres niches plus fines, forestières ou spécialisées. Cela modifie les dynamiques de dispersion des graines, de pollinisation, de prédation d'insectes et de transport biologique entre régions. La quatrième différence, moins visible mais fondamentale, est la relation entre végétation et feu. Un monde de prairies étendues et de grands herbivores tend à générer des cycles de combustible végétal et de perturbation. L'herbivorie réduit le combustible à certains endroits et le concentre à d'autres. La saisonnalité moderne, avec des sécheresses régionales, génère des incendies. Dans ce monde, les écosystèmes ont coévolué avec cette réalité pendant plus longtemps, et le feu fonctionne comme une force structurante sur de vastes régions. Le paysage de 2026, par conséquent, a une logique de mosaïque encore plus marquée. Zones récemment brûlées, zones en récupération, refuges de forêts denses, corridors riverains verts, et plaines où la végétation renaît rapidement et attire les migrations. À partir de là, la question inévitable est ce qui arrive à l'être humain. Si les mammifères n'ont jamais occupé le rôle de mégafaune dominante, l'histoire des primates, des hominidés et de l'expansion technologique ne serait pas équivalente. L'obstacle n'est pas seulement la prédation, c'est la structure de l'écosystème. Dans notre monde, une partie du succès humain précoce reposait sur l'exploitation des mégafaunes mammaliennes, la circulation dans les savanes, avec des ressources relativement prévisibles et l'occupation de niches de prédateurs et d'opportunistes dans des réseaux trophiques où les grands carnivores étaient présents, mais n'étaient pas héritiers d'une hégémonie de dizaines de millions d'années sur les plaines. Dans ce 2026 alternatif, tout primate terrestre fait face à un monde où la macrofaune herbivore et la macrofaune prédatrice ne sont ni résiduelles ni en déclin. Elles sont la norme. Cela implique un coût constant pour se déplacer sur des terres ouvertes, établir des campements persistants, élever des progénitures vulnérables et développer une économie de cueillette ou de chasse sans un contrôle du territoire extrêmement sophistiqué.
Même si une lignée de primates intelligents surgit, son expansion serait plus restreinte à des refuges, forêts denses, zones riveraines protégées, régions insulaires ou montagneuses, où les grands prédateurs et grands herbivores sont moins dominants.